Radio, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, recrudescence des cas de Covid-19 et nouveau record en termes de nombre de malades et de taux de positivité. À suivre l'analyse des chiffres de ces dernières 24 heures. La mise au point très ferme du docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye sur les choix stratégiques du Comité national de gestion des épidémies, la directrice générale de la santé qui a sèchement répondu à ses détracteurs et qui a dénoncé les manœuvres de certaines firmes qui profitent du Covid-19 pour vendre à domicile des tests non validés. Adresse du chef de l'État à la nation ce soir à la télévision, le président Macky Sall très attendu sur les nombreuses demandes d'allègement des mesures de restriction. Vous entendrez les attentes des Sénégalais et leur point de vue sur la levée de certaines mesures dans ce journal. Retrait des enfants en situation difficile de la rue. La ministre en charge de l'enfance a donné le coup d'envoi à Dakar ce matin. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Interdiction du rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19. Les membres du collectif au Canada veulent continuer la lutte malgré la décision de la Cour suprême. Ils interpellent le chef de l'État. 3 soldats tchadiens de la MINUSMA tués au nord Mali. Leur véhicule a sauté sur une mine. 4 sont grièvement blessés. En RDC, ouverture ce lundi du procès de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du chef de l'État et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement de fonds destinés à la construction de logements sociaux. A tout à l'heure pour le développement de tous ces titres, Youssouf Bodian. Anna Rocha nous présentera à Coronews l'actualité du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. Notre reportage Ramadan du jour, Tariq Ramadan, sur la suspension des invitations au Ndogu, Covid-19 oblige. Et puis, il y aura notre rendez-vous quotidien Point de vue. Nous débattrons aujourd'hui sur la question suivante. Faut-il alléger les restrictions imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire? À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Le Covid-19 a encore battu un record en 24 heures au Sénégal. Sur 917 tests effectués entre hier et aujourd'hui, 177 se sont révélés positifs. Le taux de positivité est ressorti à 19,3%. Les contacts constituent l'écrasante majorité des malades et les 8 cas communautaires sont répartis dans 3 régions, dont la région de Tambacounda où nous retrouverons Moussa Omar Gueye. Les 3 nouveaux cas issus de la transmission communautaire n'ont pas encore été évacués au centre de traitement. Aux dernières nouvelles, les 64 patients enregistrés dans la région de Tambacounda depuis le début de la pandémie, 27 sont déclarés guéris et 37 sont sous traitement. Le premier cas communautaire, agent au centre hémodialyse, nous informe qu'il a été testé négatif et compte enfin retourner à son domicile dès cet après-midi. Les 45 patients hémodialysés sont testés négatifs et ont libéré le réceptif hôtelier après leur période de confinement. Il est à noter qu'après une semaine des opérations de déguerpissement pour la libération des emprises de la voie publique au marché central de Tambacounda, 3 nouveaux cas communautaires sont enregistrés. Tambacounda retient ainsi son souffle en attendant d'identifier les éventuelles personnes ayant eu contact avec les cas communautaires. Ainsi, leur mise en quarantaine sera décrétée. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Suivons à présent l'analyse des chiffres du jour à l'échelle nationale avec vous, Awambaye. Le nombre de cas confirmés ce matin a fait un grand bond, 177. C'est le chiffre du jour rapporté par la directrice générale de la santé. Depuis le 2 mars, donc, avec la déclaration du premier cas Covid+, le pays a enregistré aujourd'hui son plus grand nombre de personnes contaminées, même si les tests réalisés n'ont pas atteint la barre des 1000. En tous les cas, la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, dans l'émission Le Grand Jury du 3 mai, avait annoncé que ce pic de la pandémie était attendu cette semaine selon les prévisions du ministère de la Santé. Tout comme le nombre de contaminations journalières, le taux de positivité a aussi fait un bond et atteint 19,3% alors qu'il n'a jamais dépassé 10%. Ces chiffres peuvent s'expliquer par la multiplication
multiplication des foyers infectieux qui s'élargissent vite à cause du nombre important de personnes contacts contaminées, ce qui favorise la progression de la chaîne de contamination qui a pris un nouvel élan aujourd'hui sur la courbe d'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Justement, parlons de la directrice générale de la santé, Madame Docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui, à l'issue du point du jour ce matin, a fait une sévère mise au point très ferme donc sur les choix stratégiques du Comité national de gestion des épidémies. La directrice générale de la santé qui a également répondu à ses détracteurs et qui a dénoncé les manœuvres de certaines firmes qui profitent du Covid-19 pour vendre à domicile des tests non validés. Je vous propose de l'entendre à ce sujet. Il y a des individus mal intentionnés qui disent qu'ils ont réussi à avoir des tests rapides pour détecter le coronavirus. Il n'en est rien. C'est Interpol qui nous a mis la puce à l'oreille via la police sénégalaise. Ce produit s'appelle Unigold et on veut passer par le programme de lutte contre le sida. Mais je vous dis que c'est faux tout ça. Il n'en est rien. Il n'y a pas de produit comme ça. Ce produit n'est pas bon. Je vous l'ai dit, les forces de défense et de sécurité ont été alertées, les gouverneurs aussi. Je pense qu'un travail se fera à ce niveau-là. C'est sûr que les conséquences vont être tirées sur cette affaire. Et puis, cette alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la commercialisation et la circulation de médicaments douteux contre le coronavirus. Je vous le disais tout à l'heure, Interpol qui a saisi la police sénégalaise dit que les personnes mal intentionnées passent par le programme de lutte contre le VIH pour agir. Là-dessus, vous avez entendu à l'instant Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, la directrice générale de la santé, le ministère qui invite les populations à ne pas donner suite aux sollicitations de ces personnes mal intentionnées et se réserve le droit d'ester en justice. Voici plutôt sur les autres aspects de la communication de Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, notamment sur les choix stratégiques du Comité national de gestion des épidémies. Voici la synthèse de Ali Mouba. RFM, la radio de toute l'actualité. Ali Mouba, que nous retrouverons au cours de ce journal ou lors de nos prochaines éditions. Le président de la République s'adresse aux Sénégalais ce soir à 20h. Ce sera lors d'un discours à la nation, un discours qui intervient au moment où certains plaident pour l'allègement des mesures restrictives mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous en parlerons dans un instant. En attendant, évoquons justement les réactions des Sénégalais, les attentes des Sénégalais par rapport à ce discours du chef de l'État qui est attendu, je vous le rappelle, ce soir. Omar Mbow a fait donc un petit micro-trottoir pour s'enquérir des attentes de ces Sénégalais. J'espère qu'on pourra l'entendre. Omar Mbow, que nous pouvons entendre maintenant sur les attentes des Sénégalais par rapport au discours du chef de l'État ce soir à 20h. Un début de journée timide de circulation, des voitures qui roulent au compte-gouttes. Normal puisque la pandémie a fait des victimes et anéanti toutes les activités, ce qui pousse le chef de l'État à s'adresser à la nation pour la 3e fois depuis la venue du Covid-19. Et pour cette fois, cet homme s'attend à des décisions en mesure de mener le pays vers la sortie de crise. Il s'adresse à la nation. La priorité ici, c'est l'état de santé de la population. Donc, s'il prend des décisions beaucoup plus accrues, beaucoup plus consistante et beaucoup plus sévère, je pense que ce ne sera pas une mauvaise chose. Pour ce père de famille qui préfère taire son nom, puisque le coronavirus a posé ses valises et n'est pas prêt à se replier, il faut lui faire face. Si on n'allège pas, on part vers la mort. On serait tué non pas par la pandémie, mais on serait plutôt tué par les problèmes économiques. Si la pandémie devient pratiquement un problème de vie, il faut en faire face. Non pas de rester chez eux,
mais télétravail et puis de prendre certaines précautions, c'est tout. Mahmoud Samb, lui, n'attend rien de nouveau du discours. Il y a toujours Anguille sous roche. Parce que le président, on dirait que il y a quelque chose qui l'empêche, quoi. Je pense que ce sera toujours les mêmes choses. Parce que quand même, la pandémie est là. La pandémie a fait une vingtaine de morts au moins dans le pays. Macky Sall va-t-il décréter un confinement total ou sauver l'économie? Réponse ce soir à 20h. Je pense qu'il est toujours véhiculé par la France. S'agissant de la levée des mesures de restriction prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une majorité semble se dégager en faveur de cette levée. Vous allez vous en rendre compte dans ce reportage réalisé à Dakar par Nafissatou Silla. Je suis partant. L'allègement, je suis partant pour l'allègement. C'est la réaction de Pape Ibrahim Diallo. La cinquantaine, une petite concession ne serait pas de refus, surtout pour ce qui concerne le couvre-feu. Au moment de la rupture, déjà il fait 20h. Avant de prier et sortir, déjà il est l'heure. Ensuite, il faudra dîner. Donc on pouvait reculer ça jusqu'à 22h, 23h. Là, je suis partant. Et pour le trafic interurbain, le quinquagénaire souhaite un petit réaménagement des horaires. Parce qu'on pouvait autoriser les gens de partir à partir de 7h ou bien 8h du matin jusqu'à 18h, 19h. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués ici, qui n'ont pas vu leur famille depuis presque 2 mois, 3 mois. L'état d'urgence a surpris tout le monde. Et selon Ousseynou Niang, le chef de l'État est tenu d'assouplir les règles. Oui, c'est normal. Bon, il y a des aspects positifs comme il y a des aspects négatifs. À mon avis, on est en période du mois de Ramadan. Les gens, vraiment, on est des gourgourlous, il n'y a pas de moyens. Et cette pandémie-là, vraiment, risque de nous sombrer. Et pour cet autre monsieur, à peu près la trentaine, au-delà de la pandémie, le couvre-feu doit être rallongé. Non, couvre-feu, même si demain, affaire bi jeex itam, dañ koy continuer. Tamlé ko 22h wala 23h. Parce que itam da ngay nekk ci koñ boo xamante ni da nga war a xëy dem liggéey, mais am ñoo nekk dañ lay xel di déranger. Voilà. Groupement yi ci koñ yeeg dem ba gonal ay 3h du matin wala ay 4h da nga war a dem liggéey, loolu tam war nañ ko xoolaat quoi. Seulement pour ce qui est de la réouverture des lieux de culte tels que les mosquées, il faudra un maximum de prudence. Parce qu'en matière de religion, là, il faudra être très vigilant. On peut dire réouverture les mosquées, mais est-ce qu'il y aura la discipline, l'espacement, le lavage des mains, tous et les masques dans les mosquées? On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas entrer dans une mosquée et faire sortir un individu qui n'a pas de masque, qui ne s'était pas lavé. Là, il y aura vraiment une perturbation de la prière. Allègement ou pas, il faut reconnaître que le coronavirus continue sa propagation et dans cette situation, il est primordial de respecter les mesures afin de bouter le coronavirus hors du Sénégal. Nafissatou Silla. Pour sa part, le député maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, met en garde contre la levée des mesures de restriction. Cela pourrait conduire à l'hécatombe et à la catastrophe au vu de la situation actuelle. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. L'heure est grave. Au jour d'aujourd'hui, la pandémie due à la maladie à coronavirus a élu domicile au Sénégal. Le virus s'y propage de manière pernicieuse et insidieuse à travers ce que l'on appelle le mode de transmission communautaire, redoutable. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais solennellement inviter l'ensemble des leaders d'opinion de ce pays, chefs de parti, intellectuels, autorités coutumières et religieuses. Je voudrais nous rappeler à nos responsabilités, à nos devoirs, pour ne pas dire à nos missions. Les indicateurs scientifiques sont assez clairs et alarmants. Je pense que à l'heure actuelle, c'est dangereux, c'est suicidaire que d'évoquer quelque raison que ce soit qui puisse procéder de difficultés financières, de pratiques religieuses pour essayer d'amener le pouvoir central à reculer. L'État doit rester fort, ferme, et parce que les décisions que l'État prend sont chevillées à des avis médicaux, des avis scientifiques objectifs. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Programme de retrait des enfants de la rue. Plus de 300 enfants ont quitté Dakar ce matin. Le convoi se rend à Diourbel et à Kaffrine où ils vont retrouver leurs parents. Une initiative du ministère de la Famille dans le cadre du projet Zéro enfant dans la rue. Barthélémy Ngom. La joie de rentrer chez soi, retrouver papa et maman. Plus de 300 enfants talibés retirés de la rue par le ministère de la Femme et de la Famille. Ceci dans le cadre du programme Zéro enfant dans la rue.
Ndeye Saly Diop Dieng, le ministre. La riposte nationale contre le Covid-19, mon département a eu à élaborer, à mettre en œuvre un projet d'urgence pour la protection des enfants. Et dans ce cadre, nous avons fixé des objectifs, c'est d'avoir 0 enfant dans la rue dans le cadre du Covid-19. Et pour cela, 3 axes majeurs ont été posés. D'abord, nous avons eu à aménager, à renforcer, à équiper les centres d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile. Nous avons eu à élaborer un plan de communication prenant en compte tous les enjeux de la politique de protection des enfants en situation de rue, mais aussi appuyer un dispositif de protection, de promotion et de protection volontaire des enfants qui doivent retourner dans leur famille de façon volontaire. Le programme va donc se poursuivre. L'objectif est de retirer tous les enfants de la rue, surtout dans ce contexte de crise sanitaire où ils sont considérés comme une couche vulnérable. Son Excellence le Président Macky Sall, dans sa volonté de renforcer la protection des enfants, a eu à nous instruire pour que l'on passe à un autre niveau. Un niveau pour mettre en place un dispositif d'urgence de protection sociale des enfants en situation difficile. Dans ce cadre, nous avons défini des axes de mise en œuvre. D'abord, de retrait systématique de tous les enfants qui sont dans des situations de risque sanitaire et sécuritaire dans la voie publique, mais aussi inviter l'administration territoriale à retourner les enfants immédiatement dans leur famille. Ce programme de retrait des enfants, longtemps engagé par l'État du Sénégal, a toujours buté sur des obstacles. Mais aujourd'hui, les autorités semblent être déterminées à aller jusqu'au bout. Les autorités sénégalaises qui s'attellent donc au retour des enfants de la rue dans leur famille pour éviter de les exposer au virus. Au même moment, ce constat dans les rues de Guédiawaye, les écoliers se rassemblent et errent à longueur de journée. Reportage Salif Sow. COVID-19, ce serait un risque nga bàyyi sa doom muy génn di taxawaalu ci mbedd mi. Un simple tour dans la rue et on constate le contraire. Les enfants échappent au contrôle de leurs parents si surveillance il y en avait. Eux jouent au football. Et parfois c'était très tendu entre coéquipiers. Lui décide finalement de faire une autre discipline sportive. Et là, c'est la victoire. Les enfants sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas occupés. Laissés à eux-mêmes, les écoliers disent avoir hâte de retrouver les salles de classe. La fermeture des écoles déplaît aux élèves et pas seulement. Handicap la si ñoom parce que vu que le programme ñu doon commencé di adapté wu jékki-jékki mu am rupture noonu dina metti si ñoom dina metti si ñoom. La situation est aussi compliquée pour les enfants de la rue. 25 enfants talibés qui habitaient au quartier d'Ar-Rahman 4 de Wakhinane Nimzatt ont été retournés chez eux par les autorités compétentes. Au Sénégal, le virus Covid-19 a touché plus de 50 enfants. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. 12h18, vous écoutez le grand journal sur la RFM. L'homme d'affaires Idi Thiam se prononce sur la polémique autour du marché de l'huile et du sucre pour l'aide alimentaire qui lui a été attribuée. Le président de l'UNACOIS précise que la livraison de la commande se passe normalement. Il dit disposer des 5000 tonnes de sucre et autres 5000 tonnes d'huile commandées. Écoutons Idi Thiam au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Je sais qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne font rien que ternir ma réputation. On m'avait donné 5000 tonnes de sucre, je les ai achetés et dédouanés. J'ai embauché 120 personnes qui travaillent nuit et jour. Et chaque jour, ils font 250 à 300 tonnes. Et au moment où je vous parle, il y a 10 camions qui sont là en attente. Ils travaillent nuit et jour, rien que pour pouvoir livrer à temps. Et je suis en train de livrer, tout se passe bien. Je leur ai dit de venir prendre ça. Je les attends toujours. Pour l'instant, je ne peux pas dire combien de tonnes j'ai livré. Il y a quelqu'un qui est chargé de ce travail. Si c'est pour le sucre, il y a 10 camions qui sont en attente. Et pour l'huile, 20 camions. De mon côté, tout est fin prêt. Je vous dis, je suis le seul à pouvoir livrer 5000 tonnes de sucre ici au Sénégal et personne d'autre. Idem aussi pour le dédouanement. Je suis le seul à pouvoir le faire ici. Si vous voulez, déplacez-vous vous-même pour voir. Et puis l'horticulture sénégalaise qui ressent durement la pandémie du coronavirus. Les producteurs font face à la mévente et lancent un appel aux autorités. Le directeur de l'Agence de régulation des marchés assure un accompagnement d'1 milliard de la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'AIR aux acteurs horticoles. Binta Diallo.
C'est une catastrophe terrible qui est en train de se dérouler. Le cri du cœur des horticulteurs des Niayes et de la vallée du fleuve. Grosse frayeur à cause d'une mévente des légumes et de l'oignon. Le secteur ne sait plus à quelle autorité se fier, a dit Issa Bass. Il est le président de l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal. C'est une seule entreprise indienne qui est venue coloniser le Sénégal aujourd'hui avec ces de grandes productions qu'ils sont en train de déverser sur le marché et empêcher les producteurs nationaux de vendre. Et il n'y a aucune stratégie qui est définie par le ministère du Commerce pour assister les horticulteurs sénégalais pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Il n'y a aucune stratégie définie par l'agence de régulation des marchés pour aider les horticulteurs sénégalais à vendre ce qu'ils ont entre leurs mains. Il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat, rétorque le directeur général de l'ARM, l'agence de régulation des marchés. La bonne nouvelle, selon Amadou Abdoulsi, est que la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, a mis sur la table 1 milliard de francs CFA pour accompagner les commerçants dans l'achat de la production. Au début du mois de janvier, un grand producteur a déclaré au niveau de la pomme de terre qu'il va récolter au début du mois de janvier. En même temps, les sociétés pour l'intensification de la production agricole de Matam, qui est un réseau à près de 35 acteurs, avaient promis aussi de venir au mois de janvier, mais avec des contrats. Donc, on a dit que SIPA et l'acteur sénégalais occupent le marché au mois de janvier-février. Et vu que les Niayes devaient arriver à la fin du mois de février, et dès qu'ils viennent, que les autres acteurs, ils n'ont pas terminé, qu'ils se retirent. Et Sénégalais se retire en mettant son produit dans les chambres froides. Les petits producteurs qui avaient déclaré qu'ils allaient venir au niveau du marché à la fin du mois de février sont venus à la fin du mois de janvier. Donc, il y a eu une confrontation. Après discussion, nous avons arbitré. La DER a décidé de soutenir la filière en mettant 1 milliard pour appuyer les commerçants. Le directeur général de l'horticulture, Makumba Diouf, avec qui nous avons discuté, informe que 34 000 tonnes d'oignons, 4 000 tonnes de pommes de terre, 295 tonnes de choux et 233 tonnes de carottes sont en souffrance dans les centres de groupage et les plateformes commerciales. RFM. L'actualité internationale. À 12h22, rebonjour et bienvenue à vous Youssouf Bodian. Merci Souleymane et rebonjour. Des Sénégalais du Canada continuent à demander le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19. La décision défavorable rendue par la Cour suprême ne semble pas les dissuader. Le pôle juridique du collectif pour le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés du Covid-19 à l'étranger interpelle le chef de l'État. Nous retrouvons au Canada, Mamadou Aïchandiaï. Les membres du collectif pour le rapatriement des corps décédés du Covid-19 de la diaspora contestent le fort risque de contagion. Le caractère reste possible, selon eux, pour brandir et alléger la souffrance des Sénégalais qui sont encore dans la diaspora. Écoutons ici l'assertion de Sohibou John du pôle juridique. L'interdiction est un message déplorable envers les patriotes de la diaspora. Pour finir, et j'insiste, tant que le rapatriement des corps n'est pas devenu une solution scientifiquement contre-indiquée dans le cadre de l'effort de maîtrise de la propagation de la pandémie, toute mesure en substitution de ce rapatriement ne saurait avoir la signification d'un traitement respectueux des Sénégalais de la diaspora. Une décision difficile, selon le responsable du pôle juridique, qui disent que le président de la République reste leur seul recours. Le rejet de la requête en référé-liberté n'empêche pas que tous les droits fondamentaux cités ne pouvaient être remis en cause et violés que si l'objectif de protection de la santé publique avait rendu nécessaire la mesure d'interdiction. Mamoudou Aïchendiaï, Montréal, Radio Futur Média. 3 soldats tchadiens de la MINUSMA tués au Mali. 4 sont grièvement blessés après que leur véhicule a sauté sur une mine. Une nouvelle attaque condamnée par le secrétaire général de l'ONU dans un communiqué. Sorocham la parcouru. 2 véhicules du contingent tchadien de l'ONU au cours d'une patrouille de routine ont sauté sur les mines à Aguelok, ville du nord du Mali. Dans un communiqué, la MINUSMA précise que le bilan s'élève à 3 casques bleus tués et 4 blessés graves. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement les attaques d'engins explosifs improvisés contre un convoi de la MINUSMA, a fait savoir son porte-parole dans un communiqué. Le secrétaire général rappelle que les attaques visant des soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali, qui est le théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec les rebelles séparatistes du Nord, le pays reste en proie aux agissements des groupes djihadistes, aux tensions communautaires attisées par ces mêmes djihadistes et au trafic de toutes sortes, ébranlant l'autorité de l'État qui n'exerce que sur des parties du territoire.
En République démocratique du Congo, ouverture ce lundi du procès de Vital Kamerhe. Il a démarré ce matin aux environs de 10h temps universel et transmis sur la chaîne nationale. Le directeur de cabinet du chef de l'État congolais comparé avec 2 de ses co-accusés. Le procès se déroule dans un tribunal installé à l'intérieur de la prison centrale de Makala où Kamerhe est détenu depuis le 8 avril. L'ex-président de l'Assemblée nationale de la RDC est poursuivi pour détournement de fonds. Parmi ses co-accusés, Sami Jamal, un homme d'affaires libanais responsable de 2 sociétés qui devait fournir 4500 logements sociaux préfabriqués. Le second co-accusé, Jano Mouima Ndolé, est chargé d'import et export à la présidence. Il est accusé d'avoir détourné près de 600 millions de francs CFA. En Sierra Leone, un ministre suspendu pour avoir menacé de mort des opposants. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Abou Koroma a été très dur à l'encontre des opposants. Le ministre de la province du Nord menace de leur briser les jambes et de tuer des opposants qui seraient impliqués dans une série de violences en Sierra Leone. Une conduite et des déclarations publiques inacceptables, estime le président sierra-léonais. À travers un communiqué, Julius Madabio annonce la suspension d'Abou Koroma de ses fonctions de ministre. Merci Youssouf Bodian. Merci. RFM, la radio autrement. Coronons à présent l'actualité du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde avec Anna Rocha. De nombreux pays européens, en particulier, commencent à assouplir les mesures de confinement. Pourtant, les nouvelles ne sont pas toujours rassurantes. Des foyers de contamination refont surface. Un premier cas de Covid-19 a été recensé dans un quartier de Wuhan, le premier cas enregistré depuis le 3 avril dernier, selon la Commission nationale de la santé chinoise. Séoul, la capitale de Corée du Sud, annonce un nouveau foyer de contamination également. Ce pays a enregistré ce lundi le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis plus d'1 mois, soit 35 nouveaux cas. En Europe, l'Allemagne, où la quasi-totalité des restrictions imposées depuis la mi-mars a été levée, a de nouveau décrété le confinement dans 2 cantons suite à une hausse du nombre de contaminations. C'est le cas également en Russie. Les autorités annoncent aujourd'hui une hausse record de 11 656 nouveaux cas. Ceci serait dû à un programme massif de dépistage. C'est dans ce contexte encore morose que la France débute ce 11 mai son déconfinement. Vont suivre le Royaume-Uni, 2e pays le plus endeuillé après les États-Unis, mais aussi l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque, la Grèce et l'Ukraine. En Amérique latine, le Brésil pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie, selon les agences de presse étrangères AFP, AP et Reuters. Le Brésil est le pays le plus touché dans cette zone. Plus de 10 000 morts, le virus continue de s'y propager très rapidement et le nombre de tests réalisés par jour est jugé trop faible. Sur le continent africain, jusqu'à hier soir encore, l'Afrique du Sud et l'Égypte étaient les 2 pays les plus touchés, avec respectivement 9 420 cas et 8 964 cas. Ensuite, il y a le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée. Et depuis ce matin, le Sénégal n'est plus très loin de son voisin guinéen dans ce décompte. Selon le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé tout à l'heure, le Sénégal enregistre à ce jour 1886 cas de Covid-19. Djibouti a dû prolonger d'1 semaine encore son confinement. Selon RFI, qui cite le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, avec près de 1200 cas recensés pour environ 1 million d'habitants, Djibouti est le pays du continent qui compte le plus grand nombre de cas positifs de Covid-19 par rapport à sa population. Mais c'est qu'aussi Djibouti a mené beaucoup plus de tests de dépistage que d'autres pays. En chiffres, retenez que la pandémie due au nouveau coronavirus a fait au moins 280 693 morts à ce jour dans le monde. Au moins 4 070 060 cas d'infection officiellement diagnostiqués dans 195 pays. Et sur l'ensemble de ces cas, au moins 1 340 700 personnes sont désormais déclarées guéries. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. À présent, notre reportage Ramadan. Tariq Ramadan, il est de coutume pendant le mois de jeûne d'inviter d'autres fidèles à la rupture du jeûne.
À cause du Covid-19, plus d'iftar partagés. Abdou Diouf Diagne. L'année dernière, à pareil moment, Ibrahim Diop avait déjà fait plusieurs maisons de ses amis ou parents. Il était souvent invité pour passer le ndogo ensemble. Chose impensable cette année à cause du coronavirus. Avec cette pandémie, les déplacements sont réduits la nuit. À la cité Taco, j'ai été invité par un ami pour couper le jeûne là-bas. Chez un ami aussi à Fas et mon grand frère qui se trouve à Fanok m'avait invité aussi à couper le jeûne chez lui. Pour cette année, avec l'avènement du coronavirus, il est presque quasi impossible de rendre visite à ces gens-là. Durant tout le mois de Ramadan, j'ai coupé le jeûne ici à la maison en compagnie de mes enfants, de ma famille. Les femmes, quant à elles, profitaient de ces moments de retrouvailles pour étaler leur savoir-faire culinaire. Adji Bintegui se souvient de cette pratique qui renforce les liens au sein de la famille. D'habitude, on prépare des repas comme des méchouis, des poulets qui sont un peu chers pour satisfaire la famille de notre mari ou bien notre famille, nos amis et les amis de notre mari. Un moment d'échange, de convivialité. Le couvre-feu a un côté positif. Avec les difficultés économiques, beaucoup de femmes se sentent soulagées. Ça a des retombées positives puisqu'il y a des femmes qui seront certainement soulagées par rapport à ce manque de moyens qui peuvent être source de calomnies, d'injures par rapport à vos belles familles qui se disent parfois que celle-là n'a pas fait ceci ou qu'elle n'a pas fait cela. Le Ramadan est venu dans un contexte de couvre-feu dû à la pandémie du Covid-19. Ainsi, beaucoup de pratiques liées à ce mois de partage sont réduites au strict minimum. L'invitation autour d'un ndogo copieux en fait partie. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 11 mai 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Week-end macabre au Sénégal, pas moins de 5 patients terrassés par la maladie en 48 heures, signale Vox Populi, lequel confrère note que l'âge des victimes varie de 37 à 75 ans. 4 morts habitent Dakar, le 5e est de Touba, 158 cas Covid-19 recensés le week-end, dont 19 communautaires. Le bilan est des plus macabres, résume d'un trait fatidique le journal Tribune. Week-end de Kenté, perdant Bichron Soursa qui file la métaphore du jeu et ses risques, mais arrêtons-nous là car comme le note le journal LAS, la courbe mortelle est en flèche. En Covid-19 dans tous ses états pour reprendre Libération. Décès en hausse, personnel soignant infecté. Le quotidien préfère parler d'état d'urgence. Pour le bêtise du journal, le Sénégal a passé un week-end noir car le ministère de la Santé a passé le temps à multiplier les avis de décès et ça a fait peur. Et Alham de Vox Populi de se demander si on n'a pas fait tôt de vanter les mérites de la solidité de notre système sanitaire. On compte en tout cas beaucoup de morts cette semaine. Les détails d'un cercueil, la vérité sur le ressortissant étranger, ce 16e mort détecté à post-mortem. Sur ça renseigne que crédité d'être un médecin-colonel de la Guinée-Bissau, la victime a dans le cadre de la coopération sanitaire rallié Dakar en milieu de semaine passée. Avant d'embarquer à bord d'un vol spécial, constate toujours le confrère, le défunt avait déclaré une pathologie autre que le coronavirus avant d'être rattrapé par la vérité. Et pourtant, tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a de fortes raisons d'espérer, écrit le journal Enquête, que tout s'achève pour solde de tout compte. Et pour cause, les spécialistes ne s'alarment pas et attendent le cap décisif de la semaine prochaine. Seule psychose, celle du plateau et du déficit de personnel. La létalité ne dépasse guère le %. Le 1% dans les colonnes de l'Observateur ne dépasse guère 1%. Dans les colonnes de l'Observateur, l'immunologue, le professeur Babacar Mbeng cherche à expliquer les raisons de cette apparente résilience. Pour lui, à force de rencontrer des pathogènes, notre corps a réussi à bâtir une carapace des plus solides, un système immunitaire préparé à livrer bagarre contre les virus. C'est dans ce contexte donc que le président Sall va prendre donc la parole ce mardi. Qu'est-ce qu'il va dire? Vox Populi nous dit en tout cas qu'il est attendu sur la question du couvre-feu que deux camps, notamment religieux musulmans, veulent qu'il allège. La réouverture sans condition des lieux de culte aussi. Arrêtons-nous là pour les prédictions. On verra bien. En tout cas, le khalife général de Léona Niassène campe sur ses positions. Personne ne peut nous empêcher de prier le Juma. J'ai déjà acheté une couverture pour me protéger si je dois pour ça aller en prison. Fin de citation. L'argent, celui de la presse à présent avec cette grosse accusation du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse qui accuse le ministère de la Culture et de la Communication d'avoir fait main basse
cravasse sur son fric, l'aide à la presse. Dans le journal Wa Grand Place, l'accusation d'être un peu plus précise, de maigres sommes accordées aux entreprises, une clé de répartition définie de façon unilatérale par la tutelle. Le ministère l'a dilapidée en la distribuant à des médias qui n'en ont pas droit. Fin de citation de Mamadou Ibra Kane et ses camarades. À la une du journal L'Observateur, Toussé Manga, député et membre du comité de suivi du Force Covid-19, il s'entretient avec nos confrères sur l'argent, l'Hyperium. Il dit dans les documents, il y a bel et bien 107 millions de francs CFA prévus pour l'Hyperium. Dire que la question des Hyperium n'a pas été évoquée en réunion, ce n'est pas dire la vérité. Je comprends, dit-il, la position des uns et des autres sur cette question gênante, mais on doit donner la bonne information aux Sénégalais. Fin de citation. Et puis sport, dans un stade quotidien, le journal nous dit que Liverpool blende Sadio Mané. On lui a attribué un contrat à vie pour ne pas qu'il parte dans Sunulamb. Départ d'Alunsa, prorogation de la saison. Matarba maintient le suspense. Il dit pas de lutte si les problèmes ne sont pas réglés. Je ne peux pas parler de limogeage. Très tôt pour parler de saison blanche, entre autres propos. À lire dans le Sunulamb de ce matin. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À 12h37, bienvenue à Point de vue. Notre débat d'aujourd'hui sur la question suivante. Faut-il alléger les restrictions imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, comme le demandent beaucoup? Pour en parler, et en attendant, nous sommes avec le colonel Mamadou Hatch, colonel de l'armée à la retraite, spécialiste de la gestion de crise. Mon colonel, bonjour. Oui, Souleymane, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je porte un casque. Je vous entends très très bien. Et vous-même? Parfait. Alors, la question est posée. Est-ce que, d'après vous, et en anticipation d'ailleurs au discours à la nation du chef de l'État ce soir, il faudrait alléger, voire lever les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, particulièrement en ce qui concerne la fermeture des mosquées, l'interdiction du transport interurbain et le couvre-feu de 20h à 6h du matin, d'après vous? Oui, mais est-ce que vous pouvez me laisser un peu le temps de revenir sur l'interview que j'ai fait avec vous-même, au niveau de la RFM, etc. Au début, j'avais posé ce problème. J'avais posé le problème donc d'éviter de suivre la rationalité du plan santé. Oui, le plan santé, oui, mais il faut éviter de suivre cette rationalité à cause de la menace. C'est une menace asymétrique. Si elle vous impose un combat tactique, vous aurez des problèmes. J'avais dit aussi d'éviter de rater le basculement entre menace et risque. Tout ça, je peux le développer peut-être un jour avec vous sur une table. C'est ce qu'on a raté. Le menace et risque, on a raté cette phase. Donc, je faisais d'ailleurs, Macron m'avait dit, mais oui, moi j'étais partant. J'étais partant pour des mesures drastiques dès le début. Parce que c'est comme ça qu'on se bat contre la pandémie. Une fois que vous imposez une bataille tactique, vous êtes perdant parce que c'est de l'asymétrie. Et c'est du non conventionnel. Alors, j'avais évoqué aussi le scénario qui a permis de bâtir le plan santé, le plan de lutte contre la pandémie. Ce scénario dit que dans les phases 1, dans le stade 1, c'est-à-dire quand le pays a des infectés, etc., c'est la première phase. Et dans le stade 2 et 3, il y aura des défis à l'ordre public et défis à l'autorité publique. C'est bien écrit sur le scénario et je peux le montrer. J'en ai parlé dans mes interviews. Donc j'étais sûr que si on va dans la gradation, le Sénégal a choisi ce qu'on appelle la soft stratégie, donc la gradation des mesures. Ce n'est pas adapté à notre pays, à la nature de notre société. Parce que cette société n'a pas l'habitude, n'a pas eu, contrairement à ce que certains disent, on n'a pas l'expérience Ebola. On n'a pas d'expérience Ebola. N'ayant pas l'expérience Ebola, contrairement à ce que d'autres ont dit, on a discuté sur le terrain, on a dit donc c'est une hypothèse fausse. On n'a pas d'expérience Ebola. Peut-être nos praticiens, oui, mais notre population, non.
elle n'a jamais été confinée, elle n'a jamais eu de quarantaine, etc. Mais donc, au regard de tout cela, mon colonel, quelle est votre conclusion par rapport aux appels à la levée ou à tout le moins à l'allègement de ces mesures restrictives? Voilà, pour quelqu'un qui militait pour des mesures dures, aujourd'hui on revient pour dire qu'on va alléger les mesures. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que la pandémie s'est véritablement installée tactiquement et sur le plan opérationnel au Sénégal. Alors, mon colonel, s'il vous plaît, je vais revenir à vous tout à l'heure. En attendant, nous avons une petite interférence de votre téléphone, probablement avec un appareil qui est juste à côté. Avec notre technicien, on va essayer de voir si on peut améliorer la qualité du son. En attendant, je voudrais introduire le ministre Bamba Ndiaye, ancien ministre chargé des affaires religieuses sous le président Abdoulaye Wade. Monsieur Bamba Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous poser simplement la question, le thème du jour. Faut-il, au regard des conditions actuelles et en anticipation un peu au discours du chef de l'État, préconiseriez-vous la levée des restrictions, notamment en termes de fermeture des mosquées, de déplacement entre régions et de couvre-feu? Écoutez, moi je pense que le chef de l'État a la prérogative de prendre une décision dans ce sens. Mais moi, mon point de vue est que absolument il faut aller vers un assouplissement. Ça peut paraître bizarre parce que, comme l'a dit tout à l'heure le colonel, je l'ai suivi un peu, nous sommes dans une phase plus ou moins critique. Les cas communautaires augmentent, ainsi de suite. Mais je pense que malgré tout, nous sommes dans un monde mondialisé. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, les gens vont vers l'assouplissement. Et pourtant, ils ont énormément plus de cas que nous. Leur situation est 1000 fois plus critique que la nôtre. Sauf qu'ils ont atteint le pic et que la courbe est descendante dans ces pays-là. Moi, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il est très difficile dans cette affaire de savoir où se situe le pic. Très sincèrement, j'écoute les médecins parler et il n'y a pas unanimité sur cette affaire. Bon, maintenant, ce que je pense, c'est que la maladie, elle est nouvelle. Elle a surpris tout le monde. Au départ, tout le monde tâtonnait. Hein. Nous avons tâtonné comme tout le monde. Dieu a fait que nous avons réussi énormément de choses. Je pense que le plan du Sénégal a été très performant. Et jusqu'à présent, malgré tout ce que l'on dit, écoutez, regardez les résultats. On n'a pas encore dépassé 10% avec nos tests. Et nous prenons à l'exception en charge d'aujourd'hui où nous sommes à 19,3. Ouais. Nous prenons en charge tous ceux qui sont mis en quarantaine. Mais ça, ce sont des efforts énormes. L'État est en train de faire d'énormes efforts. Les médecins ont fait un excellent travail, malgré tout ce qu'on peut penser. Donc, je pense qu'actuellement, et il est avéré de plus en plus que les gestes barrières sont autrement plus efficaces que le reste. Ça, c'est devenu une évidence. Donc, maintenant que le peuple sénégalais apprend à s'habituer aux gestes barrières, je pense qu'il faut insister sur cela. Moi, je suis maintenant pour un assouplissement. Je dis bien assouplissement. Mais cet assouplissement va être accompagné par un renforcement des gestes barrières. Même s'il faut ouvrir les mosquées, on ne va pas les ouvrir comme ça et dire aux gens allez prier. Non, on va exiger un certain nombre dans les mosquées afin qu'il y ait en tout cas une distanciation physique, qu'il y ait aussi à l'entrée de toutes les mosquées, même si possible dans certaines mosquées des thermoflash, pour savoir qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Je crois qu'avec de telles mesures, on pourrait véritablement assouplir parce que un peuple aussi
peut s'ennuyer, se fatiguer. Vous le savez très bien. Vous connaissez le peuple sénégalais. Il est certes résilient, mais il ne faut pas continuer, surtout avec le milieu ambiant, quand on entend que la France est en train d'assouplir, l'Allemagne est en train d'assouplir, même les États-Unis, vous avez vu les protestations aux États-Unis. Les gens n'étaient même pas d'accord. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que nous devons aller vers un assouplissement conditionné et contrôlé. D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. Mon colonel Mamadou Hadj, quelles sont vos craintes, quelles sont vos anticipations en cas d'assouplissement trop lâche, disons, ou de levée pure et simple des restrictions? Qu'est-ce que vous craignez? Oui, excusez-moi, je voulais juste, avec Bamba Ndiaye, féliciter aussi les médecins, bien sûr, ils font un excellent travail. Mais ça, c'est dans la lutte. Je parlais moi d'anticipation sur ce qu'on aurait dû faire contre la pandémie. Ils font un excellent travail. Le plan santé, je dis, c'est un plan bien fait et bien écrit. Donc, et puis on parle de tâtonnement. Non, nous n'avons eu le temps de voir venir. Parce que ça a commencé à Yuan. On a déclaré la pandémie le 25 janvier 2020. L'état sanitaire, l'état de pandémie. Donc, depuis le janvier 2020, on voyait venir, on aurait pu donc prendre un certain nombre de décisions. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce qu'on doit faire. Ça, c'est après, à l'évaluation qu'on va le faire. Maintenant, assouplir, au moment où j'entends les médecins dire qu'on va vers le pic, parce que la pandémie, il faut l'aider à atteindre son pic. Si vous ne l'aidez pas, il n'atteint jamais son pic. Alors, la peur, c'est de voir la maladie non seulement s'installer, mais devenir une épidémie à l'échelle nationale. Et je suis d'accord peut-être que quand les gens réclament, parce que nous sommes dans un pays démocratique, bien sûr, on doit pouvoir assouplir peut-être mais quelles conditions il faut mettre? Comment est-ce que réglementer les mosquées? J'ai vu ça dans d'autres pays, comme l'Indonésie. Je vois comment ils font. Mais est-ce que c'est possible ici? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est possible on dit dans une mosquée, il y aura tant de personnes. Donc ça serait bien. Dans une mosquée, il y a tant de personnes. Donc les gens il y aura la distanciation sociale au niveau des mosquées, etc. Est-ce que si on peut faire ça, je crois qu'on pourrait assouplir les mesures qui ont été prises parce qu'on voit ce que ça a créé surtout par rapport au culte. Dans les gestions de pandémie, c'est surtout les mesures restrictives sur les cultes. Justement, sur ce sujet-là, Bamba Ndiaye, Mamadou Bamba Ndiaye plutôt. Cette dernière question, puisqu'il nous reste moins de 2 minutes. Tout à l'heure, vous évoquiez l'assouplissement des mesures de restriction dans des pays qu'on peut qualifier d'occidentaux, l'Europe, les États-Unis. Dans le même temps, nous avons, puisque nous parlons de religion, nous avons la Mecque où dans le cadre de la Mecque elle-même, les mesures sont restées en l'état. Il n'y a toujours pas de très grandes prières et même le pèlerinage est remis en question. Il faudra voir d'ici là si la décision va tomber. Alors, est-ce que dans le même temps, on ne peut pas craindre une levée ou un assouplissement prématuré? Est-ce que dans ce cas-là, on ne le souhaite pas? Vous seriez d'accord qu'on remette ces mesures restrictives? Est-ce que ce serait une approche d'essayer d'assouplir maintenant et si ça se passe mal, de revenir au statu quo ante? Ah mais absolument, cette maladie, on la gère comme ça, on la gère telle qu'elle est. Moi je crois qu'on commence à s'habituer à la maladie, on va essayer d'assouplir, moi je parle bien d'un assouplissement conditionné et contrôlé, et le jour où on verra qu'effectivement la propagation continue encore à faire son chemin, on va revoir ces mesures. Je crois que c'est ça ce que j'appelle contrôler et conditionner. Il faut toujours rester vigilant, regarder ce que ça va faire et maintenant réadapter les mesures en fonction de la situation. Pour tropicaliser, vous avez parlé certes de la Mecque, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire d'à côté a assoupli au niveau des mosquées. Ils ont très bien organisé l'entrée des mosquées. Moi, je refuse qu'on nous dise toujours qu'au Sénégal, on ne peut pas faire ça. Mais il faut apprendre aux gens d'être disciplinés. C'est possible. Ici, il s'agit d'une question de vie ou de mort. On ne joue pas avec.
Très bien. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof tout à l'heure. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, retrouvez Malal Diagne Junior pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes. Tout de suite, Allô Présidence. N'oubliez pas les gestes barrières. Au revoir.